Bonjour à vous. Je comprends qu'il n'y ait pas eu de questions après l'intervention de Marion Muller-Collard. Moi-même, je suis vraiment partie en voyage et je me dis que je suis très chanceuse, que nous sommes très chanceux de pouvoir goûter ces mots et de pouvoir conserver cette trace. Encore merci. Elle a disparu. Ah. Merci également, bien sûr, au comité de coordination de l'invitation. Et puis un merci particulier à chacun de vous, et plus précisément à deux personnes ici, à Ghislaine Quédec, elle se reconnaîtra. C'est notre première donatrice, on va dire. Sans elle, je ne serais pas devant vous. Et puis à Ruth Libro, du Fonds pour les soins palliatifs, qui là encore a permis à cette démarche, et je vais vous en parler bien sûr plus en avant, a permis à cette démarche d'avoir un avant et un après, puisque le fonds avec lequel nous sommes partenaires aide maintenant financièrement tous les passeurs, tous les biographes hospitaliers en France. Donc un grand merci. Alors effectivement, je suis biographe hospitalière, peut-être que vous ne connaissez pas, et c'est bien normal, j'allais vous dire. J'exerce donc cette démarche depuis maintenant 11 ans dans le service d'oncohématologie de Chartres, et plus précisément pour les personnes gravement malades qui sont en situation palliative. Alors qu'est-ce que fait un biographe hospitalier? Il écoute, donc bien sûr la parole, le dire. Il écrit, il laisse trace avec un livre, et puis à un moment donné, il remet, ou pas, comme le précisait Anne-Lise, le livre à la personne, nous en parlerons tout à l'heure. Mais pour continuer cette aventure avec vous, j'ai très envie de vous présenter un sujet qui est passé à la télévision il y a 1 an, dans une émission de Frédéric Lopez, 1001 vies. C'est vraiment pour contextualiser, et puis après, voilà, je vais pouvoir déplier avec vous cette aventure de la biographie hospitalière. Anne-Lise, si c'est possible. Souvent, merci. Malheureusement, on a envie de baisser les bras parfois. Là encore, nous avions vraiment préparé. Et on s'était aussi levé très tôt. Et une jeune femme a eu... Le voilà. Souvent, malheureusement, on a envie de baisser les bras parfois, définitivement. Et une jeune femme a eu une idée merveilleuse. Elle s'appelle Valéria Milewski. Elle a eu l'idée de redonner un peu le goût de vivre encore un peu à ces personnes et de leur redonner le sourire. Alors, elle est biographe. Et elle est la première biographe hospitalière, un poste qui n'existait pas, mais qui a été créé pour elle par l'hôpital de Chartres en 2007. Et son idée, c'est d'écrire... Elle va aider des gens à consigner leurs souvenirs. Voilà, elle va leur faire raconter leurs souvenirs à l'hôpital, elle va le transcrire, et voilà. Et elle a créé son association qui s'appelle Passeurs de mots, Passeurs d'histoire. Alors Fred, est-ce qu'on peut regarder le merveilleux reportage de Maël Ancien, s'il te plaît? Je demande à mes invités, ça vous dit? Oui. Il est merveilleux, super, je le signale. C'est bon, ça a l'air d'être intéressant. Biographe dans les hôpitaux. Voilà. Lorsque l'on est malade, voire gravement malade, peut-être que ça peut faire du bien de se déposer, de relire son histoire, de se retourner. Bonjour Isabelle, ça va? Valéria, ça va et toi? Oui, bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Valéria. J'aime écrire, je pense aimer les gens. J'ai juste dit, c'est ça que je veux faire. Et j'ai mis tout en œuvre pour que ça puisse être réalisable et possible. Et j'ai eu la chance de rencontrer cette équipe en septembre 2007. Bonjour. Tu m'as amené une pomme, j'espère. C'est bien ça le plus important. Je t'en donnerai bien une. T'en as pris qu'une? Eh ouais, allez, bonne journée. Merci, à tout à l'heure.
Le monsieur que je vais aller voir, je l'ai rencontré début octobre. Il n'allait pas bien. On ne savait pas, et lui non plus, comment ça allait se passer. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être la 5e ou 6e séance, 5e probablement. Donc, on commence à bien se connaître. Comment allez-vous? Bah bien, merci. Vous avez bien dormi? Oh oui, oui, oui. Bon. Valéria, quand tu es bien là, on dit tiens, on va parler d'autre chose que la maladie. Et donc, puis refouiller dans notre vie, ça nous ramène à de bons souvenirs. Nous nous sommes arrêtés mardi. Premier enfant, je crois. Premier enfant, Ouais. mariage en 67. On est vraiment dans la rencontre et dans la relation. Donc du coup, oui, il y a de la joie, bien sûr. Moi, il y a plein de choses qu'ils m'apprennent. Et je rigole très facilement. Donc c'est vrai qu'on peut m'entendre parfois, mais l'équipe, elle le sait. Hein, elle peut m'entendre m'esclaffer dans une chambre. Elle me dit, c'est une fille. Bon, bah je dis, le garçon, ce sera pour le prochain coup. Donc j'ai été la voir le soir. Bien sûr. Qui m'a paru moche. Un bébé tout fripé. Mais bon, ça change vite, hein. Mes parents étaient plutôt des taiseux. Moi, j'aurais voulu savoir comment mes grands-pères sont morts. Je ne l'ai jamais su, ça me manque un peu. On pense quand même qu'on peut disparaître du jour au lendemain et puis faut vite laisser la trace de notre vie. Ne serait-ce que pour l'avenir, pour ceux qui viendront derrière nous, ce qui nous est arrivé. Peut-être que vous pouvez également réfléchir à un titre, si vous Mes avez... 3 vies, on avait déjà dit, mais bon, ça se fait peut-être pas. Ah si vous avez envie. Ça fait un peu prétentieux, non? Non, pourquoi? Non, bah, pas je sais du pas. tout. Mais... Ouais. C'était la réalité. Ouais, ah bah ça va, C'est bien, les j'espère 3 vies. que la 3e va aller loin. Tout est là pour dire à l'autre, votre vie, ce que vous êtes, c'est exceptionnel, c'est unique. Il n'y a qu'une vie comme la vôtre. Donc il y en a qui me disent, mais moi j'ai passé 60 ans sur mon tracteur. Et alors? Ça va, Fred? Oui, très bien, et toi? Ça va, tu sais, je voudrais aller voir la dame donc, dans la chambre 3 Ah oui. dont tu m'as parlé. C'est une dame qui est en attente de savoir si elle doit continuer ou pas ses traitements. Elle a déjà eu beaucoup de traitements. Si j'arrête, alors ça veut dire que je décide d'arrêter de vivre, etc. Bien sûr. Donc il y a tout ce travail qu'on a fait avec elle. Souvent, le médecin va me faire l'anamnèse, il va me dire, bah voilà, elle a un cancer là, ou 2, 3, voilà où elle en est dans ses traitements. Moi, ils ne le savent pas, mais j'oublie tout. J'ai juste souvenir d'un nom et d'une rencontre que je vais faire. Tout à l'heure, je suis allée la saluer et j'ai bien vu que Ouais. elle avait C'est elle soif. qui a choisi la couleur? Oui, Ouais. c'est sa couleur. Je prends des cahiers, ce sont toujours des cahiers de qualité, parce que ça commence là. J'arrive avec plein de cahiers, il choisit sa couleur. Ça me donne déjà pas mal d'indications sur, pour la suite. Parfois, je peux entendre des choses qui peuvent me heurter. Donc, je peux me plonger dans mes notes et c'est un bon rempart. C'est ma blouse, en fait. Mais moi, je suis née avant la guerre. C'est ça, en 32. Moi, laisser un récit d'une partie de ma vie. Mes enfants, ça les intéressera ou ça les intéressera pas, je sais pas, mais bon. Est-ce qu'il restera de moi après la mort? Alors on va revenir. Donc vous naissez au mois d'août, il fait chaud, on vous met dans une petite boîte Oui. avec du coton parce que... Parce que j'étais trop petite, hein. Je crois que je pesais. Mon papa il disait toujours que je pesais 3,5 livres, ça fait 1,750 kg. 1,750 kg? Oui. Ah oui, effectivement. Oui, c'était vraiment petit, hein. Tout petit, tout petit. Alors je suis peut-être restée un petit peu quand même dans cette boîte, je sais pas. À demain. Je leur dis à demain, parce que pour moi, à demain, c'est un jour d'espoir. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne se voit pas demain. Les patients disent très très clairement que ça leur enlève un poids. Ça va être un dernier cadeau. Pour les proches, le livre, très souvent ils me disent c'est plus important que tout ce qu'il nous a laissé. Et la biographie, c'est peut-être ça. Se raccommoder, mettre ses habits de lumière, quoi. Se recoudre, ouais. Quelle douceur, Valéria. Elle est incroyable. Merci.
Si vous le permettez, ces applaudissements, je les dédie vraiment à l'équipe, parce que bien sûr que cette démarche et un biographe hospitalier ne peut s'installer, ne peut grandir qu'auprès d'une équipe qui a compris ou qui est d'accord avec le fait que prendre soin de l'autre, c'est avant tout prendre soin de son histoire. Donc vraiment, je leur dédie vos remerciements. J'ai envie de revenir avec vous sur une chose. La journaliste dit que c'est nouveau, que c'est... Alors, raison gardée. Bien sûr que se raconter, bien sûr que la biographie, c'est extrêmement ancien. Vraiment. Déjà, au temps de l'Égypte ancienne, sur les stèles était gravée la nécrologie des défunts avec leurs réalisations et toutes leurs actions. Et puis, bien sûr, après, Socrate, on ne va pas faire pas à pas toute notre histoire, mais il est bien évident que le récit de soi, les hagiographies, tout ce qui a pu servir d'exemple et nous constituer, et puis, bien sûr, après, Montaigne, Rousseau. Donc, finalement, il n'y a rien vraiment de nouveau. La seule singularité, c'est qu'effectivement, c'est à un endroit particulier, celui où l'on est gravement malade et où on est proche de sa mort. Donc c'est vrai que ça a cette particularité. Mais, et puis peut-être d'autres, nous allons le voir. Et puis aussi vous dire, comme ça je vous dis tout d'un coup, vous le saurez, pour remettre bien droit les choses, je ne suis pas vraiment biographe. Mais il faut bien définir. En fait, un biographe, normalement, il vérifie. Et moi, vous allez voir que dans ce récit de soi, dans ce récit de vie, je ne vérifie rien. Même j'ai, on va dire, non pas le fantasme, mais la fantaisie un jour d'attendre qu'une personne biographée invente complètement sa vie. Ça n'est jamais arrivé, peut-être en 250 accompagnements, parce qu'il y a la transmission, cette fameuse trace. Mais moi, je rêve. Et puis Marion, nous a mis dans cette humeur-là de la poussière, de la trace. Je rêve un jour d'avoir une trace qui soit en fait une trace totalement illusoire. Parce que le récit de soi, en fait, le récit de vie, si on le reprend ensemble, qu'est-ce que c'est ? C'est la chronique déjà d'un temps passé, qui a une trame très narrative et chronologique. C'est aussi à la première personne du singulier, c'est un « je ». Mais nous allons vite voir ensemble qu'en fait c'est un « je » qui se transforme très très vite en « je », J-E-U. Pourquoi ? Et vous allez très vite le comprendre. En fait, celui qui se raconte, ça n'est pas du tout le même que celui qui a vécu. Vous êtes d'accord ? Donc finalement, le récit que l'on va faire à un moment donné, il est plein de vérités subjectives, il est plein de... Alors oui, on va chercher dans sa géographie intérieure, mais en fait, il est plein de... Comment je pourrais le caractériser ? De petites touches très impressionnistes, mais qui sont des touches qui sont très... qui évoluent comme ça au fur et à mesure du temps. Il y a un homme, alors je vous ai parlé de l'équipe, mais il y a un homme qui m'a beaucoup aidée. Bon, je ne l'ai pas connu, c'est un peu comme Nikola Zaric. Vous le connaissez. Il s'appelle Ricoeur. Je vois des têtes qui opinent. Je dois vous avouer que le jour où j'ai eu l'idée c'est une idée bête comme chou, c'est vraiment très simple comme idée. Bien sûr, je me suis nourrie de la culture palliative, j'ai réfléchi sur... d'abord, je suis devenue biographe, et puis je suis devenue bénévole accompagnante, et puis j'ai beaucoup lu. Et j'ai lu Ricoeur. Et par chance, j'étais derrière mon ordinateur, sinon je crois que vraiment, j'aurais perdu l'équilibre lorsque j'ai lu ce que j'ai lu. Dans Temps et Récit, il dit ceci. Et franchement, à ce jour encore, au bout de 11 ans, c'est encore ma pierre philosophale. C'est mon socle, c'est mon petit secret à moi. Je vous partage. Il a écrit
inviter le narrateur à faire son récit, c'est l'inviter à donner de la cohérence, de l'unité et du sens à sa vie. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a totalement... D'abord, ça m'a installée dans mes convictions, parce que tout ça était extrêmement intuitif. Mais je me suis dit que si l'on pouvait proposer à des personnes gravement malades, qu'elles aient 20 ans, 60, 80, de pouvoir se raconter, si ça pouvait leur permettre de, à un moment donné, avoir ce mouvement d'unité, ce mouvement de verticalité même, l'on pourrait dire, eh bien, c'était très, très engageant. Et le récit de soi, le récit de vie, c'est ça. C'est ce mouvement-là. Tout en sachant, nous sommes d'accord, comme dit encore Ricoeur, tout ça, il dit exactement, c'est pas du vrai, mais ça dit du vrai. C'est pas du vrai, mais ça dit du vrai. Moi, je me délecte avec ces mots parce que effectivement, à chaque fois que l'on se raconte, c'est pas du vrai, mais ça dit du vrai. Et je m'en suis aperçue, en fait, en travaillant, en mettant les mains dedans. Je vous raconte. Notre psychologue, ancienne psychologue, Anne Patin, est sollicitée pour faire un article dans une revue, Le Coquéron, une revue de psychanalyse. Et on lui demande de réfléchir sur la biographie hospitalière. Donc elle dit oui assez rapidement, et puis elle a la gentillesse de me faire lire son papier. Et elle avait pris en fait comme exemple une dame qui faisait son travail de thérapie avec elle et son travail biographique avec moi. Et je lis son article. Et là, je la regarde et je suis un peu stupéfaite. Je lui dis, Anne, on ne parle pas de la même personne. Elle me dit, Valéria, si. Je lui dis, mais non. Moi, je la connais un peu, cette personne, c'est pas la même. Elle me dit, comment ça, c'est pas la même? Je lui dis, je t'assure que je ne la retrouve pas dans tout ce qu'elle a pu te partager, te dire, tout ce que tu écris, je ne la retrouve pas. Et on voyait bien là, effectivement, qu'on se reconfigure, on se raconte avec une intention très différente en fonction, bien sûr, de l'interlocuteur, et puis, bien sûr, de transmission ou de pas transmission. Et avec le biographe, il y a trace. Donc ça, c'est vraiment important dans ce travail de récit de soi. La trace, l'écrit, notamment dans la maladie grave. Alors bien sûr, on ne va pas ensemble faire un laïus sur la maladie grave. Vous connaissez encore mieux, probablement que moi. Il y a un mot qui me vient qui est un peu fort, vous m'excuserez, mais les stigmates de la maladie grave. On peut juste faire un petit point. Par exemple, l'on sait, vous comme moi, que cet état d'être, la maladie grave, fait émerger beaucoup de questions que l'on dit existentielles. Qui suis-je? Qu'ai-je fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi, à 3 mois après ma retraite, j'en suis là? Pourquoi, moi qui ai ce bébé de 1 an, je vais mourir? Donc toutes ces questions. Et puis, bien sûr, ces questions, qu'est-ce qu'elles appellent? Elles appellent des réponses de sens, en fait. Même si, mais ça c'est très personnel à qui je suis. Pour moi, la vie est l'essence en elle-même. Au demeurant, lorsqu'il y a le chaos, lorsqu'on vit tellement de petits deuils comme ça, on a besoin, et c'est pas moi qui le dis, quand on a tellement bien parlé, de trouver du sens. Ça peut être plus grand que nous, ça peut être Dieu, ça peut être des pensées magiques, mais il faut trouver du sens. Et la maladie grave aussi, qu'est-ce qu'elle nous oblige? Ou elle nous met face à quoi? À la perte du sentiment de notre éternité. Je vais mourir. Et pour beaucoup, la vraie mort, c'est pas la mort, c'est l'oubli. Et à ce moment-là, qu'est-ce que fait la trace? Qu'est-ce que fait l'écrit?
qu'est-ce que fait ce livre qui est proposé dans la démarche de la biographie hospitalière? Eh bien, ça conjure cet oubli. Combien me disent que grâce au livre, ils vont rester vivants? Alors, je suis toujours... j'ai pas un mouvement de recul, bien sûr, j'accueille ça, mais c'est tellement... Il y a beaucoup d'écho quand quelqu'un vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Mais moi, Valéria, grâce à ce livre, je suis éternelle. » Ça n'est pas rien de le recevoir, en tous les cas. Maintenant, j'ai envie de... Parce que, voilà, vous êtes soignant. Alors moi, à ce jour, je ne dis pas que je suis soignante, mais mon équipe serait là, ils diraient « Mais ne l'écoutez pas, évidemment qu'elle est soignante, évidemment que c'est un soin. » Je suis de mon côté un peu plus prudente. Moi, je suis linguiste, donc voilà, chacun sa place. J'ai envie de vous parler, de partager avec vous quand même, parce que nous formons une communauté, du côté très pratico-pratique. Parce que... il faut que je vous fasse un aveu, il n'y a pas encore de passeur en Bretagne. C'est une vraie interrogation pour moi. Donc je me dis, bon, il y a quelque chose là, un sillon. Donc pour que vous sachiez vraiment ce qu'il en est, je vous raconte comment ça se passe à Chartres. Parce que bien sûr que nous avons la chance qu'il y ait d'autres établissements. À ce jour, il y en a 14. Et l'année prochaine, il devrait y en avoir une petite vingtaine qui ont des biographes hospitaliers dans leur service. Donc moi, je vais vous parler de ce que nous faisons, nous, à Chartres. D'abord, je suis salariée de l'hôpital. Ah, ça n'a pas l'air de vous émouvoir, mais moi, ça me met en joie, parce que quand même, avoir un salarié biographé, hospitalier dans un établissement de santé, ça a été non pas une lutte, mais un engagement fort, vraiment. Ça a presque fait une jurisprudence, en fait. Donc, je suis même à temps plein. Alors oui, je ne suis pas toujours dans le service parce que, par exemple, je suis là, ou je suis à la fac, ou je prépare ma thèse, ou je forme d'autres passeurs. Enfin voilà, il y a beaucoup d'activités. Où on est en train également de réfléchir sur un diplôme universitaire de la biographie hospitalière. Mais sinon, il y a vraiment une porte qui s'est ouverte en grand. Concrètement, dans notre service, c'est souvent le médecin ou l'infirmier qui propose. Par exemple, la semaine dernière, une jeune maman qui a son enfant près d'elle et bien sûr, elle a ce moment où elle dit au médecin « Voilà, je vais pas vivre jusqu'au prochain Noël, fort probablement, et mon petit, il va avoir aucun souvenir de moi, aucun. » Donc il y a un moment de retenue et là le médecin lui parle de la biographie hospitalière. Peut-être aimeriez-vous laisser trace, laisser vos mots à votre enfant. Donc par exemple, j'ai commencé avec cette personne-là. Ça peut être lors de demandes d'euthanasie ou de tentatives de suicide. C'est aussi une très bonne porte d'entrée parce que je peux vous assurer que les personnes, alors c'est à Chartres encore une fois, hein, mais les personnes qui sont dans ce désir, dans ce souhait d'en finir à partir du moment où elles ont ce projet. Et Marion tout à l'heure, on a parlé de cette importance du projet. Eh bien, elles n'ont plus envie de faire ce pas de côté parce que quelque part, notre société les a de nouveau englobées, les a de nouveau accueillies et ce sont même les premières à être là au rendez-vous avec une grande exigence et une grande joie. Il peut y avoir plein de portes d'entrée et ça peut être juste parce que la personne s'ennuie. Moi, vous voyez, je n'ai pas d'objectif. Donc finalement, s'attendre à rien pour être prêt à tout. Il y a un pasteur qui est en cours de formation dans la salle. Il m'a déjà entendu dire ça, mais c'est vrai. Il y a évidemment la possibilité de garder silence, de ne pas tout dire, de ne pas
se souvenir de tout, ou alors de raconter mais que ce ne soit pas transmis, ça c'est très fréquent. Donc une fois que je rencontre la personne, eh bien, je lui raconte, je lui dis c'est normal d'être un peu étonné de cette démarche, parce qu'on n'a pas l'habitude d'imaginer qu'on puisse avoir son livre de vie. Donc voilà, et puis nous commençons de manière très tranquille, comme vous l'avez vu dans le sujet. J'ai des cahiers, je note, et puis ensuite, par contre, j'allais dire je traduis leurs mots, mais je tiens parole et je garde parole. D'ailleurs, les familles, lorsqu'elles lisent le livre, me disent très très souvent, quand je le lis, il est là. Je le vois, je le sens. Un jour, il y a un jeune homme qui est dans mon bureau, et puis il y a la télé qui vient, et il dit au journaliste, vous savez ce que ça fait un câlin d'une maman? Alors le journaliste dit, ben oui. Il dit, ben voilà, moi quand je prends le livre de ma maman, quand je le relis, c'est exactement comme si elle me prenait dans ses bras. Donc il y a aussi cette fonction-là. Pourquoi? Parce que chaque mot utilisé est vraiment le mot que j'ai pu entendre. Imaginons un taiseux. Nous, je ne sais pas ici, mais dans la Beauce, ils sont relativement taiseux. Eh bien, il va y avoir des sauts de ligne, il va y avoir des phrases courtes. Par contre, quelqu'un qui aurait le langage facile, la page va être vraiment bien remplie. Alors c'est dans une continuité, il n'y a pas de chapitre. Il y a un début et une fin. Et le point final m'a apporté beaucoup de problèmes. Je vous raconte. Le premier monsieur à qui je remets son livre, le premier, on peut l'appeler monsieur Obama parce qu'il était fan des États-Unis. Déjà, il me dit, « Valéria, c'est étrange d'avoir sa vie dans la paume de sa main. » Comme ça. C'est vrai, j'imagine. Et puis, il l'avait lu, puis il me dit, « Oh, mais c'est passionnant !» Alors je lui dis, « Mais vous vous souvenez, monsieur Obama, ce que vous m'aviez dit il y a quelque temps, que voilà, vous n'avez rien fait dans votre vie, parce que ça a cette fonction-là aussi, de remettre au goût du jour nos valeurs et tout ce que l'on a pu faire. Et on fait beaucoup dans une vie, même ordinaire. » Alors moi, je suis contente, il est content. Ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les infirmières n'arrêtaient pas de me dire « Valéria, monsieur Obama, il va pas bien. » Bon, monsieur Obama va pas bien. Et puis moi, je m'en ouvre à l'équipe lors de nos staffs hebdomadaires. « Ah bah oui, monsieur Obama va pas bien. » Donc je caricature un peu, mais c'était un peu ça, les médecins de rigoler. « Oh, bah oui, évidemment, il va mourir, il va pas bien. » Je dis « Non, c'est pas ça. Monsieur Obama, il va pas bien parce que il y a un point final à son livre et qui ne se donne plus la permission de vivre, plus aucun projet. Et il dépérit, il vient dans le service ou aux urgences, sa brosse à dents dans la main gauche, son livre dans la main droite, et il se meurt. Il n'est pas dans le vouloir vivre et le pouvoir mourir dont nous parlait Marion tout à l'heure. Il se meurt. Et là, pour moi, le ciel me tombe sur la tête. C'est-à-dire que de cette idée d'espérance, d'un horizon que j'avais espoir de proposer, de suggérer, de créer, la première personne à qui je remets le livre, c'est l'inverse. Donc, toujours dans le staff, à la réunion hebdomadaire, je leur dis, voilà, je vous remercie vraiment pleinement de votre confiance, de tout ce que nous avons fait ensemble, des tours de tracteur à 2 € pour trouver des fonds, avant que le fonds pour les soins palliatifs nous aide. On a fait ça, vendu des crêpes, fait des boules de Noël. Merci de tout ça. Merci de votre aide, merci de toutes nos heures à réfléchir. Mais je me suis trompée. Voilà, on a essayé, je me suis trompée. Et la première personne, on voit que ça ne va pas. Et alors là, je vous assure, ils ne rigolaient plus du tout. Là, mais alors, silence total, parce qu'ils ont bien vu que, que ça sonnait un peu le glas. 2 heures, il nous a fallu 2 heures
pour trouver ce que vous avez trouvé en 2 minutes. Je trouve toujours un peu ça bizarre que vous trouviez en 2 minutes et que nous, il nous a fallu 2 heures, mais c'est le cas. Qu'est-ce que l'on a mis à la fin du livre? Oui, je l'entends d'ici. C'est dingue, comment vous pouvez avoir cette idée comme ça, cette fulgurance, alors que nous, on a réfléchi les pages blanches. Les pages blanches. Un feuillet une vingtaine de pages blanches à la fin du livre. Et finalement, entre nous, c'est ça l'espérance, c'est ça la vie qui continue. Annabelle, elle a 6 ans. Pour ceux qui m'ont déjà entendu, ils vont dire, mais Valéria, elle radote. Mais pardonnez-moi, mais cet enfant et ce qu'elle a fait, c'était pour moi très, très constitutif. Annabelle, elle a 6 ans et elle a perdu son papa il y a 1 an et demi. Et elle vient avec sa maman et sa toute jeune sœur. Et elle ouvre le livre. À 6 ans, vous savez, on commence à déchiffrer, on commence à apprendre à lire. Et avec son doigt, je lui donne le livre. Et avec son doigt, elle fait à Annabelle. Je suis maman, je travaille aussi dans des écoles. Je vous assure que je n'ai jamais vu un sourire comme j'ai pu voir ce jour chez cet enfant. Le livre était pour elle et ça ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'elle a fait, Annabelle ? Elle en avait absolument rien à faire d'être dans le bureau du biographe. Elle est allée s'asseoir à ma place, elle a pris les crayons et les pages blanches, justement. Les pages blanches, elle les a investies. Elle a dessiné son papa, sa maman, sa maison, et c'était son livre. Et pour moi, ça, c'était vraiment essentiel. Annabelle, je pense souvent à elle. Les années passent. Je pense souvent à elle parce que son papa, c'était un jeune papa de 31 ans. Et comment je vais pouvoir en parler ? C'était en fait quelqu'un qui avait un langage extrêmement grossier. Mais quand je vous dis grossier, c'est gras. C'est vraiment... je ne pourrais même pas vous dire un seul mot parce que... bon, déjà, moi, je ne sais pas dire, ça sonne faux, enfin, c'est lamentable. Mais lui, c'était son langage, quoi. Très fleuri, mais des choses... il m'a appris beaucoup. C'est vrai. Mais il m'a appris quelque chose d'essentiel. Donc moi, je prends des notes. Et je remets tout en forme et je lui envoie parce qu'il ne pouvait plus se déplacer pour le lire à l'hôpital. Et puis, je leur dis, quand ils corrigent, je leur dis, faites-vous plaisir avec du rouge, allez-y. Et puis, là, 1 semaine passe et je ne reçois rien. Alors, je me dis, c'est normal, hein. Il est jeune, il a une petite famille, il avait plein de projets encore. C'est normal. 2e semaine passe. Bon, j'étais peut-être un peu plus fébrile en me disant, oui, c'est normal. Mais je commençais à avoir des petits signaux dans la tête comme ça en me disant, oh là là. Je voyais quelque chose poindre comme ça qui me plaisait pas vraiment. J'ai fait beaucoup d'erreurs, hein, vraiment. C'est pour ça que je forme des gens, pour essayer de ne pas réitérer au moins ces erreurs-là. 3e semaine passe, alors là je suis inquiète. Là, je suis un peu liquide, en fait. Donc, je dis à l'équipe, oh, mais bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé ? J'ai retranscrit tellement fidèlement que je lui ai envoyé, on va dire, du Bukowski, et lui, il voulait du Verlaine. Évidemment. Et vous savez comment je l'ai compris ? C'est que de manière parallèle, je faisais une intervention dans une école primaire et j'invitais les enfants sur une année à faire leur récit de vie. Et il y a un petit, Tino, lui il voulait être cambrioleur, hein, donc je ne suis pas près de l'oublier. Et je demande aux enfants, je lui dis, alors qu'est-ce que c'est pour vous de faire son récit de vie ? Tino, futur cambrioleur. Ouais, moi je sais, Valéria. D'accord, dis-moi. En fait, tu vois, c'est comme si tu es devant un lac, comme ça, puis tu fais comme ça, et puis tu te vois.
Vous vous rendez compte? 7 ans. Tout y était. Je lui dis d'accord. Et en fait, c'est ça. Ça me revient. Je dis, mais oui, à ce cuisinier, Monsieur Ducasse, papa d'Annabelle, oh, mais quand il a dû se dire, mais tu te rends compte, Valéria, ce que tu as fait? Je me parle comme ça. C'est pas possible. Ça n'est juste pas possible. Tu t'es trompé sur ton protocole. Et quelques jours après, je reçois une enveloppe Kraft. Donc là, je suis vraiment fébrile. Là, je m'assieds et je décachette une petite carte. Pas grand-chose, merci, ça lui ressemble. C'est pas dithyrambique. Et alors là, je regarde donc le tapuscrit et puis je suis très très étonnée. Il a rien barré. Sauf, en fait, il avait été élevé par sa grand-mère et partout il parlait de mes mères. Et il a biffé pour mettre grand-mère. Et j'ai trouvé ça aussi tellement poétique. Donc lui m'a appris que je pouvais rester très 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 proche de la langue de l'autre. Puisque moi je ne signe pas l'ouvrage, hein. Je m'efface, on s'élude, on se met vraiment en retrait, on est juste le traducteur de la musique de l'autre. Et qu'est-ce qu'elle va lire, Annabelle? Donc imaginez-vous ce gaillard qui m'a aussi appris que à l'évocation d'un souvenir, on pouvait retrouver de l'envie, de la vie. Avant de vous dire ce qu'elle a appris, Annabelle, je vais vous raconter. Je lui demande à un moment donné, alors, Monsieur Ducasse, qu'aimiez-vous que votre maman vous prépare, enfant? Vous savez, on a tous des petites, comme ça, des petites madeleines, des petites choses que l'on aimait que nos mamans ou nos papas ou nos grands-mères nous préparent. Et là, il me parle d'un gâteau au chocolat, mais sublime. En plus, moi, je suis très, très gourmande. Donc là, il avait vraiment, voilà. Et il me dit, il me tutoyait. Il me dit, tu vois, Valéria, je suis devant le four comme ça, puis j'attends. Et puis dès que ça sonne, dès qu'il est cuit, je ne peux pas m'empêcher, je le mange. Et qu'est-ce que je vois à ce moment-là? Il prend un biscuit, alors ça c'était dans les premiers temps. Vous savez, ces biscuits sous cellophane, fades, pas bons. Aujourd'hui, on les bichonne un peu plus. Je ramène des biscuits de la maison, mais... Et là, il ouvre le sachet et il commence à manger un biscuit. Il ne mangeait plus depuis des semaines. Il était cachectique. Je vois sa jeune épouse, très belle, toujours très très loin, mais par contre toujours présente parce que chaque minute comptait, avoir une petite larme parce qu'elle comprend. Elle comprend que dans l'envie, il y a de la vie et qu'elle retrouve son mari qui a cet appétit de vivre. Annabelle, parce que quand même, depuis maintenant 5 minutes, peut-être je ne vais pas vous faire languir davantage, parce que là aussi, c'est pour moi un pas extrêmement solide dans ma démarche. C'est la transmission, c'est cette trace-là. On peut avoir des mots d'excuse, on peut avoir des mots de réhabilitation, et on peut avoir des mots d'amour. Et imaginez-vous, ce gaillard tout cachectique, mais très grand, très fin comme ça, une espèce de géant. Avec son langage très grossier, il n'avait jamais en fait pu dire des mots d'amour. Parce que d'abord, on n'y pense pas toujours, et puis quand, voilà, c'était pas lui. Et qu'est-ce qu'elle va pouvoir lire, Annabelle? Et pourquoi j'y pense les années passant? Parce qu'à la fin du livre de son papa, le jour où elle va pouvoir retrouver trace de son papa et de son histoire à lui et à elle, elle va lire ces mots qui sont à la fin. Je vous aime tous. Et je suis persuadée, et là c'est plus que de l'intuition, c'est de la conviction, je suis persuadée que quand on est petite, et que l'on va grandir et que l'on va lire ces mots d'amour, ça ne peut que aider à sa vie d'individu, d'être humain. Et non seulement c'est une conviction, mais nous avons fait pour... tout à l'heure, on a parlé de Régis Aubry. Et Régis Aubry, quand on l'a rencontré au ministère de la Santé, il nous a dit « c'est bien tout ça, hein, mais les médecins ils sont un peu atypiques, la biographe n'en parlons pas, il va falloir lever la suspicion ».
s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Lever la suspicion. Et en fait, il nous a dit, oui, il va falloir valider la démarche. Il va falloir avoir une vision un peu moins poétique et un peu plus scientifique. Alors au début, on était grognons, on était venus à une dizaine au ministère de la Santé, on est reparti. Oh, c'est pas vrai, nous on a envie d'être libres, de ne pas rentrer dans les carcans, de ne pas rentrer dans les soins de support. Mais en fait, il avait tellement raison. Il fallait bien sûr regarder ça de beaucoup plus près et en même temps à distance et objectiver quelque chose. Donc, nous avons fait une recherche qualitative, je vais vous parler des résultats, et je suis repartie à la fac pour faire une thèse. Donc, parfois, quand même, je lui en veux un tout petit peu. Mais pour la démarche, c'est quand même extrêmement salutaire. La recherche qualitative, c'était pour essayer de définir les incidences et les spécificités de cette démarche, auprès, bien sûr, des personnes biographées, des proches et puis des patients. Des soignants. Alors, très très vite, on a un peu de temps, mais quand même, plus beaucoup. Donc, je vais faire vite. Les soignants, très clairement, ils parlent d'un soin, un soin spirituel. Ils parlent aussi d'une continuité de soins, qu'ils sont dans la loyauté, que ça leur permet de réfléchir, de sortir de la clinique, d'être dans la créativité. Et du coup, ça leur permet de rester vivants. Et ils disent même que pour eux, c'est un soin. Donc ça m'avait beaucoup étonnée dans cette recherche. Par rapport aux personnes biographées, on en a beaucoup parlé. Si vous avez envie, est paru dans Psychologie Magazine de ce mois-ci un article qui est assez conséquent sur la biographie hospitalière, et juste vous lire ce que Bernard dit. Excusez-moi, vous allez tous voir que j'ai besoin de lunettes. Mais c'est vrai. Je suis en train de réussir ce que j'ai raté toute ma vie. Au fur et à mesure, les choses remontent à ma mémoire, tout s'éclaire jour après jour, je comprends mon histoire et je me pardonne. J'espère que ce livre se terminera bien. Le plus beau des happy end, ce serait une extrême légèreté de l'âme. En fait, ça leur apporte ça. C'est un certain apaisement, un retour sur soi. Et puis pour les proches aussi, qui reçoivent, c'est une réelle aide au deuil, réellement. Maintenant, pour conclure, avant de partager le temps des questions, juste vous dire que ce n'est pas la panacée non plus, bien sûr, c'est dommage de finir sur cette note, mais ce n'est pas ma dernière. On peut être déçu du contenu. Si on attend des mots d'amour et que notre mari ne nous a jamais dit des mots d'amour, eh bien, il ne va pas en dire. Un jeune homme qui attendait l'identité de son papa, ça ne figure pas dans le livre, il jette le livre. Puis il le retrouve 6 mois plus tard pour découvrir que sa maman a écrit une vraie ode d'amour à ce fils unique. Donc c'est vrai que ça peut être de l'ordre de la consolation scripturaire aussi, c'est de l'ordre du processus. On n'est même pas obligé de commencer son livre. Normalement, on a une moyenne de 6 à 8 séances, mais on peut ne pas commencer et être déjà dans le processus. On a déjà vu ça très souvent dans le service. Et puis peut-être vous dire, et si je vais terminer par vous dire que il y a des anthropologues avec lesquels on travaille qui parlent peut-être de l'émergence d'un nouveau rite. Vous savez, il y a la stèle, il y a l'urne. Eh bien, le livre aurait une fonction symbolique en fait entre le vivant et puis le mort. Et puis pour terminer, vraiment, dans cette enquête que nous avons faite pendant 4 ans et qui va apparaître cette année, à un moment donné, je lis ceci. L'enquêtrice demande à un monsieur, un Sicilien, 50 ans, qui était comptable. Elle lui dit « Alors, qu'est-ce que c'est la biographie hospitalière pour vous ?» Et je dis ces mots. Ça vous masse l'intérieur, voilà, ça vous masse l'intérieur. Donc ça vous aide forcément à évacuer toute cette partie qui vous gêne, qui vous trouble. La biographie hospitalière, pour moi, c'est un massage du cœur et de la conscience. Merci beaucoup.